Bien le bonjour à tous, c'est Iso. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série sur l'histoire de l'univers de Fate. Et nous allons commencer par énoncer le sommaire. Alors comme d'habitude, le spoil est au rendez-vous. Je ne citerai pas tout en détail, mais les faits importants seront présents. Comme c'est la toute première série Fate et qu'elle date de 2006, la fiche des persos n'est pas très lourde par rapport à celle de Fate Zero sortie 5 ans plus tard. Du coup je ferai les fiches servant master au fur et à mesure du résumé car durant l'épisode 2 cela avait pris la moitié de la vidéo en temps. Notez d'ailleurs que pour l'épisode 4, c'est-à-dire la saison de Fate Stay Night saison 2, j'ajouterai les nouvelles infos au fur et à mesure aux infos existantes. C'est pour éviter que la vidéo fasse 1 heure. Pour le résumé, ce sera un résumé détaillé mais bref de la saison 1 de 2006. J'ajouterai bien sur les fins populaires, que ce soit dans l'animé ou dans le light novel pour les frustrés bien sûr. Vous voyez de ce quoi je parle, les connaisseurs. Quant au bilan, je vais faire une petite modification, j'ajouterai aussi mes commentaires et remarques personnelles pour les habitués qui voudraient en voir encore plus d'infos. Sur ce, bonne vidéo. Notre aventure entreprend la route qui s'intitule Fate, ou Destin en français. Elle est la route de Artoria Pendragon. Cette histoire commence par un flashback. Nous nous retrouvons en 1995, lors de la destruction du Saint Graal par Saber. La ville est à feu et à sang, et elle est rongée par la lave s'échappant du Graal, tandis qu'au milieu du chaos, Saber et Gilgamesh s'affrontent dans un combat qui nous restera pour l'instant sans suite. 10 ans se sont écoulés. Nous sommes maintenant en 2005, nous observons Kirei se situant toujours à l'église Kotomine, énoncer la venue d'une nouvelle guerre du Graal et mijotant un plan machiavélique. Ailleurs, dans Fuyuki, nous retrouvons Rin, la fille de Tokyomi, âgée maintenant de 17 ans. Avec le temps, elle est devenue un mage accompli, mais pour autant n'égale pas son défunt père. Elle est sur le point d'invoquer un servant de classe Saber. En particulier, elle désirait invoquer Artoria. Mais par un hasard surprenant, elle invoquera un servant de la classe Archer, et dont l'identité reste mystérieuse. Shiro Emiya a maintenant 17 ans, et sait peu de choses sur son passé, et des réels événements qui sont produits 10 ans en arrière. Kiritsugu, quant à lui, décida de rendre l'âme 5 ans auparavant de mort naturelle. Emiya n'a appris de Kiritsugu que le fait qu'il l'a adopté après la mort de sa famille dans un mystérieux incendie, et qu'il avait une double vie de mage. Après les incidents de Fuyuki, Kiritsugu décida d'enseigner les bases de l'utilisation des circuits magiques à Emiya, à une seule condition, qu'il pose sur Emiya un sceau de limitation de puissance, pour ne pas qu'il utilise sa magie à pleine puissance, jugeant que la magie doit servir à aider autrui et non à détruire. Shiro utilise donc ses pouvoirs magiques pour réparer des appareils de type électronique à l'abri des regards, mais sans plus. Il fut rejoint par Sakura Matu, la fille de Aoi et de Tokyomi, adoptée par Zuken, qui elle aussi a maintenant 17 ans. Shiryu ne sait absolument rien des événements qui l'entourent, et quant à elle, elle feint la gentillesse envers lui. En plus que son frère, entre parenthèses non biologique, est un ami d'enfance de Emiya. Le midi, Sakura et Emiya sont rejoints par Taiga, qui est sa pseudo-tutrice. Elle est une amie de longue date de Kiritsugu lors de son installation à la demeure des Emiya lors de la reconstruction de Fuyuki. Elle non plus n'est pas au courant de la double vie de Kiritsugu. Plus tard, Sakura et Emiya s'en vont en cours. Une fois là-bas, Emiya rejoint son collègue de classe Issei qui lui demande de réparer une machine. Emiya à son insu la répare grâce à sa magie mais reste toujours anxieux sur ce pouvoir et sur ses limites. Une fois réparés, Issei et Emiya s'en vont, mais sont intrigués par la fameuse Tosaka Rin. Classée comme l'une des plus belles filles et les plus populaires du lycée, des rumeurs circulent comme quoi elle est inabordable, froide et n'accorde de son temps à aucun garçon. Rin quant à elle cherche avec Archer qui peut bien être ses prochains adversaires, leurs identités et leurs points faibles. Dans Fuyuki, on parle de meurtre en série. L'assassin utiliserait comme arme du crime une lance. Cela inquiète Emiya, Shiro tout autant que Rin. Après les cours, Emiya, Taiga, Sakura dînent à la demeure Emiya. L'atmosphère est détendue, mais à un moment, Emiya est envahi de questions sans réponse. Il se remémore cette nuit où son père lui a confié que quand on grandit, on ne peut plus être un héros. Sur ces mots,
Emiya, ayant le désir de devenir un héros tout comme son père, veut aussi pouvoir sauver quelqu'un tout comme son père l'a sauvé par le passé. Très tard dans la nuit, Rin et Arthur sont un peu plus organisés et familiarisés entre eux, mais soudain Arthur détecte quelque chose. Arthur détecte la source de pouvoir d'un autre servant. Ayant peu d'infos, Rin et Arthur décident de rentrer. Cette nuit-là, que ce soit du côté de Rin ou de Shirou, les deux rêvent d'une discussion passée avec leur paternel. Shirou avec Kiritsugu la nuit où il a juré d'être aussi fort que son père, et le départ de Tokyomi pour la 4ème guerre du Graal, où il confiera à Rin un cadeau d'adieu. Au réveil, Rin veut savoir un peu plus sur Arthur, et sur sa véritable identité, mais Arthur trouve le moyen d'esquiver la question puisque Rin doit aller en cours. Du côté de Shirou, la routine commence. Il déjeune avec Sakura et Taiga, qui d'ailleurs est sa prof, mais j'avais oublié de le préciser. Ils s'en vont tous les deux en cours, mais une fois là-bas, il est intercepté par Ayako, la capitaine du club de tir à l'arc de son lycée. En prenant de ses nouvelles, elle en vient à la problématique, que depuis quelque temps, son meilleur ami, Shinji, se comporte mal avec les gens et file un mauvais coton. Donc je vous rappelle que Shinji est le frère non biologique de Sakura. C'est le petit-fils de Zuken. Shirou ira de ce part voir Shinji amicalement, mais ce dernier le reçoit froidement. Shinji affirme que tout va bien, mais avec des sous-entendus. Donc en gros, oui ça va bien, mais je manigance quelque chose quoi. Il ne résultera pas grand chose de cette conversation. Quant à Rin, elle sent la présence d'un autre master, mais une force magique l'empêche de le localiser précisément. En fin d'après-midi, Shinji d'un air hautain demande à Shirou de ranger le club de tir à l'arc, en mode vas-y range ça, moi j'ai autre chose à faire. Et à son habitude et à sa gentillesse, Shirou il accepte sans broncher, donc Shinji, quant à lui, il s'en ira, il ira faire sa vie. Shirou est maintenant censé être seul au lycée. Mais ce n'était sans, bien sûr, l'intervention de Rin et Arthur qui étaient restés sur place pour attendre l'invité surprise. Soudain, la force que Rin avait ressentie la nuit dernière se manifeste. Lancer se présente devant eux. Il précise qu'il est là en repérage et que son master est en retraite. Arthur et Lancer s'affrontent brutalement dans la cour du lycée, mais comme par hasard, Shirou vient de finir de ranger le club de tir à l'arc, et il est attiré par le bruit de la baston. Restant bouche bée devant la scène, tous les protagonistes le voient, ils le spotent quoi, et dans un élan de réflexe, Lancer le poursuit car il faut à tout prix que la guerre reste secrète aux yeux des humains, et il part pour le tuer. Shirou fuyant dans le lycée, il se fera rattraper puis planté par Lancer qui s'en ira. Rin arrivant trop tard et culpabilisant car elle connaissait de vue la bonté de Shirou, au lycée fera tout pour essayer de le sauver, même si normalement elle devrait le laisser crever, parce qu'il a tout vu. Elle utilisera un sort de joyau pour faire cicatriser sa blessure et s'en ira avec Arthur. Shirou quelques instants plus tard se réveillera et verra que sa blessure est guérie. Il verra aussi le collier qui a servi à le soigner et l'emportera pour le rendre à la personne qui pourrait l'avoir guéri. Shirou rentre affaibli chez lui. À ce moment-là, Lancer fait éruption dans la demeure et commence à réessayer de tuer Shirou. Il le poursuit jusqu'au garage dans le jardin. Manquant de se faire tuer par Lancer, Shirou se fait sauver par Saber, invoqué grâce à sa magie et au cercle tracé par Irisville 10 ans auparavant. Yeah! Un contrat se crée et Saber commence à attaquer Lancer dans le jardin tout en prenant la défense de Shirou. Sous la puissance de Saber, Lancer utilise son noble fantasme, Gaybolg, une lance à tête chercheuse. Plus précisément, elle se tord et s'allonge pour directement percer le cœur de son adversaire. Saber réussit à démasquer l'identité de Lancer qui est Kusha Lane. Sur ces paroles, le master de Lancer demande sa retraite. Lancer s'enfuit et une fois que Lancer est parti, Arthur et Rin font la rencontre de Saber et Shirou dans le jardin. Génial, ils s'invitent sans invitation. Shirou, Saber font rapidement connaissance de Rin et Arthur. Rin reste choqué que Shirou ait pu invoquer Artoria. Elle le briefe en vitesse dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Shirou a du mal à tout comprendre. Le groupe en déduit d'ailleurs que c'était Lancer qui assassinait les gens en ville, car Rin précise à Shirou que s'il veut maintenir Saber dans ce monde, il devra la nourrir en énergie magique et cela demande des sacrifices. Rin propose donc à Shirou de l'accompagner voir son tuteur à l'église Kotomine. Elle renvoie Arthur au manoir Tosaka, ayant confiance en Saber pour les couvrir sur le chemin pour aller à l'église. Un pacte temporaire de non-agression se crée entre Rin et Shirou, verbalement bien sûr. Une fois devant l'église, Rin précise que uniquement les masters peuvent y entrer. Saber monte donc la garde devant l'église. Une fois à l'intérieur, Rin présente à Shirou Kirei Kotomine. Rin aussi montre toujours du mépris envers Kirei car elle n'a jamais accepté qu'il soit son parrain et aussi son tuteur légal depuis la mort de Tokyomi. Kirei briefe vite fait, bien fait, et en détail surtout, non je déconne. Il briefe totalement de A à Z, ça dure très longtemps, en détail Shirou sur les masters, la guerre du Saint Graal et les sorts de commandement. Il se proclame aussi arbitre de cette guerre et dit qu'il n'y participera pas.
MDR, j'ai envie de dire. Il précise aussi qu'il connaissait le père de Shiro, Kiritsugu, et qu'il qualifiait ce dernier de tête brûlée et d'ennemi redoutable. On se demande pourquoi. Shiro, acceptant de participer à la guerre à cause de ses idéaux et ainsi qu'il veut devenir un héros comme son père, il s'en va avec Rin pour rejoindre Saber à l'extérieur. Soudain, sur la route du retour, ils se font intercepter par Ilyasville, tout bonnement la fille de Irisville. Ilyasville ira droit au but en déclarant la guerre à Rin, Shiro et Saber. Elle rend donc visible son servant qui n'est autre qu'un berserker d'un physique et d'une aura très impressionnante. Un combat débute entre Saber et Berserker, mais Rin et Shiro constatent qu'elle est en train de perdre. En effet, puisque Shiro ne lui fournit pas assez de mana, Saber a du mal à se matérialiser. Lui aussi est épuisé après son combat avec Lancer. Berserker est sur le point de donner le coup de grâce à Saber grâce à une attaque puissante, mais Shiro, refusant de voir quiconque mourir, pousse Saber et prend le coup à sa place. Dégoûté de l'issue du combat, Ilias préfère s'en aller avec Berserker, mais profilant de tuer Rin à leur prochaine rencontre. Le lendemain matin, Shiro se réveille, il est totalement rétabli. Rin se retrouve à ses côtés. Après une petite discussion, Rin lui apprend que elle et Saber ont tout fait pour le soigner. Saber a dû puiser dans sa réserve de magie personnelle et Rin dans la sienne. Mais mystérieusement, Shiro a une capacité de récupération hors du commun. Mais cela a-t-il un coup, se demande Rin, craignant qu'il puise dans la magie de Saber. Rin s'en va et met en garde Shiro que s'il veut maintenir Saber en vie, il doit la nourrir de magie et pour cela il doit réussir à lui en donner même s'il n'a pas le niveau et la magie nécessaire, soit faire comme le master de Lancer et ordonner à Saber de tuer des gens, ce qui horrifie Shiro. Plus tard, Shiro cherche Saber. Il la trouve finalement assis en tailleur dans le dojo en train de méditer. Shiro est heureux que Saber n'ait rien et qu'elle n'ait pas disparu. Quant à elle, elle se sent vexée que son master encaisse à sa place les attaques, mais Shiro réplique sur comment lui il la voit. Comment une personne humaine et non un objet. D'habitude, les Meisters traitent les servants comme des chiens, mais l'humanité de Shiro envers Saber la marquera, en positif. En abordant en vitesse son passé, Shiro explique à Saber que jamais il n'utilisera ses sorts de commandement sur elle, ni qu'il l'enverra tuer des gens pour la maintenir dans ce monde, il trouvera un moyen. Saber en reste anxieuse car malheureusement pour elle, l'époque d'où elle vient ne connaît pas cette vision des choses, en plus qu'elle a un rôle de servante à remplir. Saber ayant besoin de récupérer, elle s'en va faire une sieste. Shiro, quant à lui, a son habitude reçoit Taiga, qui est fan de la cuisine de Sakura, et Sakura pour le dîner. Au début, voulant cacher Saber aux yeux de sa famille à cause des règles de la guerre du Graal instaurée par Kirei, il décidera de l'inviter à sa table au final pour développer son côté social et pour qu'elle se sente moins seule. Il est sympa. Sakura est surpris, mais Taiga est en colère étant encore une maman poule aux yeux de Shiro. Elle veut savoir qui elle est et quelle est leur relation. Shiro lui dira qu'elle est une amie de longue date de Kiritsugu, ce qui attirera l'attention de Saber. On se demande pourquoi. Taiga acceptera que Saber reste que si elle la bat au sabre, mais bien sûr vous connaissez l'issue de la partie, lol. De son côté, Rin discute avec Archer, ce dernier se demande pourquoi elle ne l'a pas tué en traître et conseille de le supprimer pour son bien et pour éviter qu'un autre Meister le fasse souffrir. Du coup, Rin, d'un air niais, semi-confiante, dit à Archer que s'il perd le contrôle de la situation, elle tuera Shiro. Génial. Le lendemain, en cours, Shiro rejoint Issei, mais se font interrompre par Kuzuki Soichiro, l'un des professeurs du lycée. Il apprend aux deux que Ayako et Shinji sont absents officiellement, et disparus officieusement. Shiro redoute le pire. En fin d'après-midi, Shiro, essayant de contacter Ayako, se fait intercepter par Rin qui tente de le tuer. Mais se retient, on va dire, parce que peut-être qu'elle l'aime, on sait pas. Mais bon, elle est un peu attachée à lui, donc du coup elle a du mal à le tuer. Une course-poursuite a lieu dans le lycée entre elle et lui, cependant, ils sont interrompus par un cri venant des étages en bas. Accourant tous les deux, ils tombent sur Ayako, inconsciente dans les vestiaires du club de tir. Rin se rue pour la sauver, mais Shiro encaisse à la place de Rin un tir d'une arme de lancer. Shiro se précipite dehors pour poursuivre l'assaillant pendant que Rin soigne Ayako, et il se retrouve nez à nez dans les bois derrière le lycée. Tout seul, face à un ennemi totalement invisible, là il se fait prendre en embuscade par le nouveau servant du nom de Rider. Un combat inégal démarre entre Rider qui est un servant et Shiro, un semi-magicien, et que ce dernier affronte avec courage malgré que Rider a le dessus car il refuse d'utiliser un sort de téléportation sur Saber pour qu'elle vole à son secours, car oui, on peut téléporter son servant à distance en utilisant un sort de commandement. Ce sera Rin qui fera fuir Rider, trop faible en puissance due à la faiblesse en magie de son Meister.
En gros, vu que le Meister de Ryder est trop faible, elle n'est pas à ses capacités maximum, tout comme Saber avec Shirou. Rin emmènera Shirou au manoir Tosaka. Une fois remis sur pied, grâce à sa régénération rapide, Shirou confie à Rin qu'il croit avoir aperçu Shinji lors de son dernier combat, mais n'en est pas sûr. Rin et Shirou ont enfin une discussion sérieuse sans qu'ils se fassent interrompre. Shirou raconte comment son père était semi-magicien et que lui a mis un limiteur de puissance en lui pour que ne pas qu'il décuple ses pouvoirs au-delà des limites de lui-même. En gros, ça veut dire que s'il force trop, il va se faire mal, en plus il va peut-être faire du mal. On sait pas. C'est d'ailleurs ce qui le freine dans ses combats, puisque vu que Shirou a un limiteur de vitesse en lui, il peut pas déployer au maximum le peu de pouvoir magique qu'il possède et que lui a enseigné son père. Rin comprend un peu mieux Shirou et décide de reprendre la trêve. Elle le prend un peu plus au sérieux. Elle lui explique non seulement qu'avec Lancer qui rôde autour du lycée, mais que aussi Ryder sévit à proximité d'eux et se sert du lycée comme QG. Et que le master de Ryder a posé une barrière magique autour du lycée pour voler l'énergie des élèves pour alimenter son servant, vu qu'il est trop nul pour maintenir son servant dans le monde actuel, tout comme Shirou. Mais bon, il y a une petite différence quand même. Elle en déduit que le master de Ryder est sûrement un débutant, donc je pense que presque tout le monde a rodé qui c'était, mais bon. Il se fait tard, Shirou et Rin se quittent en bonne et due forme, mais Rin ordonne à Arthur de raccompagner Shirou et bien sûr lui demande de ne pas le tuer. Les deux ne peuvent pas se blairer, c'est physique, et on se demande pourquoi. Arthur, avant de quitter Shirou sur le chemin de sa maison, lui demande d'abandonner cette guerre car sinon il mourra. Pour Shirou, ces paroles n'ont aucun sens, pourtant pour Arthur ça en a beaucoup. Il est limite sur le point de s'énerver avant de se barrer. Mais ça va quand même le sourire aux lèvres, ce qui est assez paradoxal. Alors, pour Shirou, ces paroles n'ont aucun sens puisque cela, ça serait abandonner Saber, ses convictions, ainsi que ses proches qui sont maintenant en danger à cause des servants qui leur veulent sûrement du mal. En rentrant, Shirou verra Saber endormi et sera rassuré. Le lendemain matin, Saber fait des reproches à Shirou comme quoi il aurait dû l'appeler grâce à un sort de commandement, mais Shirou reste braqué sur son opinion. Ce matin-là, Rin vient chercher Shirou chez lui. Est-ce à cause de leur partenariat ou par attachement? En tout cas, ça ne plaît pas à Saber et à Sakura qui squattent toujours chez lui comme d'habitude. Rin explique à Shirou qu'elle a découvert que la barrière du maître de Ryder a été mise en place grâce à des sceaux magiques cachés un peu partout dans le lycée. Grâce au pouvoir similaire à de l'analyse d'éléments, Rin et Shirou réussissent à en déjouer l'intégralité. Plus tard, Shirou et Rin, satisfaits de leurs actions, iront boire un café sur le toit ressassant leur passé. À la tombée de la nuit, Rin quitte Shirou et s'en va, mais Shirou ressent la même impulsion en lui que lorsque la barrière est activée. Il rebrousse chemin sans Rin qui est rentrée chez elle et cherche la source de la barrière dans le lycée. Il la trouve au club de tir à l'arc, gravée sur un mur. Mais en voulant l'effacer, Ryder et Shinji se présentent à lui. Shinji invite Shirou à poursuivre leur discussion chez lui, chez les Matou. Une fois chez Shinji, Shirou demande si c'est lui qui a attaqué Ayako. Il niera les faits, mais on sait tous que c'est lui MDR. Il raconte à Shirou comment il s'est retrouvé mêlé à tout ça, la guerre du Graal, au servant, etc. etc. Et comment il s'est vu sous la coupe de Ryder. Comme quoi son grand-père Zuken l'a autorisé à participer à la guerre malgré son faible niveau. Ça me rappelle un petit truc moi perso. Shinji il a un plan. Il révèle donc à Shirou l'existence d'un master et d'un servant vivant au mont Enzu, plus exactement au temple Ryudu, qui est l'un des lieux où le Graal peut apparaître. Le soir, Rin est présente chez Shirou en compagnie de Saber. Il décide de faire un bref topo. Shirou partage ses infos avec Rin et Saber qu'il a obtenues de Shinji. Ils savent l'existence de Ilias avec son Berserker, de Shinji avec son Rider, de Rin avec Archer, et de Shirou avec son Saber. Quant à Rin, elle continue d'enquêter sur le Meister de Lancer qui s'est un peu plus calmé ces derniers temps, et maintenant ils savent l'existence d'un autre servant et commencent à élaborer une théorie. Soit c'est un assassin, ou soit c'est un caster. Mais au vu du peu d'infos, Rin et Shirou se mettent d'accord sur le fait de ne pas attaquer ce soir. Cela donnera lieu à une discorde entre Shirou et Saber, Shirou ne voulant pas impliquer Saber dans un combat où elle n'a pas récupéré à 100% sa force et où les infos manquent. Et Saber veut frapper l'ennemi au moment où il ne s'y attend le moins et veut bien sûr aussi augmenter les chances de le tuer et qu'il évite aussi de flinguer des gens si bien sûr il veut récupérer de la force. Shirou ira se coucher mais Saber n'en reste pas là. Elle désobéira à Shirou et ira affronter le servant du temple qui est d'ailleurs, lui, l'attend le pied ferme. À l'entrée du temple se tient Assassin, qui n'est autre que Sasaki Kojiro, le deuxième meilleur bretteur de sabre de son époque. En lui révélant son identité, Saber, par son code de la chevalerie, s'apprête à faire de même, mais Assassin l'interrompt. Selon lui, c'est futile, on ne mesure pas l'aura de son adversaire au nom et aux éloges qu'il représente, mais à sa manière de combattre.
Un combat d'épices de talent commence entre Saber et Assassin. Le style de l'épée occidentale affronte le style asiatique du katana. C'est un putain de combat épique. Assassin, grâce à sa dextérité, arrive à voir la lame de Saber même si elle est camouflée grâce à de la magie. Car oui, elle la camoufle pour pas qu'on devine son identité. Assassin décide de sortir le grand jeu en activant son noble fantasme. De son côté, Shirou s'est rendu compte de la situation et est en direction du temple. De son côté, Rider, envoyé par Shinji, lance l'assaut frontal sur le temple et le master qui s'y trouve, car cela faisait partie du plan de Shinji d'utiliser Saber comme diversion. Mais Rider ne trouve pas non un Meister, mais le servant Caster en train de garder le temple. Un combat violent éclate entre Caster et Rider. De son côté, Shirou aperçoit l'aura de Saber tout en haut des marches du temple, qui se bat mais se fait attaquer par un espion caché dans l'ombre. Assassin utilise sur Saber Tsubame Gaishi, une attaque qui en un mouvement exécute 3 coups d'épée, mais à cause de la composition des marches du temple, il ne peut en effectuer que 2, ce qui permet à Saber d'encaisser les coups et de s'en sortir, malgré le fait qu'elle commence à manquer d'énergie. C'est là que Shirou arrive, Saber poussé dans ses retranchements et pour honorer Assassin, décide d'utiliser elle aussi son noble fantasme, mais Assassin s'en va. Il lui révèle que son master et sa partenaire Caster sont sur le point de perdre et il doit les sauver. Mais aussi que Saber devrait faire plus attention car un espion attendait dans l'ombre l'opportunité d'espionner Saber pour découvrir son noble fantasme. Shirou arrive juste à temps pour que Saber se laisse tomber dans ses bras d'épuisement. Rider quant à elle ne peut gagner contre 2 servants et décide de battre en retraite. Une fois rentré à la demeure Emiya, Saber, Shirou et Rin qui a accouru font une réunion d'urgence. Shirou est très énervée par le comportement de Saber car elle lui a désobéi. Quant à elle, elle justifie ses actes par le fait qu'elle testait l'ennemi et qu'elle pouvait gagner, d'autant plus que Shirou s'est mis en danger à cause de l'espion et que Assassin aurait pu le tuer instantanément s'il n'avait pas son code du Bushido. Saber s'en va se coucher en grommelant mais avant décide d'apprendre à Shirou à se défendre à l'épée. Quant à Rin, elle décide d'aider Shirou en magie. Ce dernier est très motivé pour évoluer dans son combat. Rin habite chez Shirou, je ne vous l'avais pas dit, oui car elle va être un peu plus proche de lui pour son entraînement selon elle. Le matin, Shirou annonce devant tout le monde qu'il va sécher les cours, même si ça fout en rogne Taiga. En effet, il compte s'entraîner avec Saber à l'épée. L'entraînement est dur et rude, Saber retient ses coups, mais Shirou motivé ne demande à ne pas avoir de cadeau de la part de Saber. Shirou, au bout d'un moment, est épuisé et fait une pause. Il en profite pour demander à Saber quel serait son souhait quand elle aurait le Graal. Elle lui répond avec embarras qu'elle aimerait pouvoir revenir en arrière et accomplir son devoir de roi. Vous vous en doutez, son vœu n'a pas changé depuis la 4ème guerre du Graal. Donc Shirou, lui, veut pouvoir empêcher des individus mauvais de s'emparer du Graal, le cliché total. Il est midi et Shirou va faire une course même si Saber s'inquiète. Mais la journée, les combats sont interdits, donc pas d'inquiétude. En sortant de la supérette, il croise Ilia qui se promenait. Elle lui dit qu'elle ne vient pas en tant que master, mais en tant que touriste. Elle commence à demander à Shirou ce qu'il pense de la situation, etc. Mais elle en vient vite à la question de qu'est-ce que représentait Kiritsugu pour lui. Les deux savent qu'ils sont demi-frères, demi-sœurs, mais Emiya ne sait rien à propos de la relation qu'avaient Kiritsugu et Ilias et Iris. Ilias s'en va discrètement et Shirou s'en rend compte qu'il a passé l'après-midi avec elle. Ah là là, génial. En rentrant, il voit que Saber n'apprécie pas cette longue absence. Shirou veut aller prendre un bain, mais lui et Saber se croisent dans la salle de bain. Une scène cliché de Eki a lieu, MDR. Saber n'est pas dérangé de se présenter nu devant Shirou, ok, car en choisissant de devenir roi, elle a abandonné une partie féminine de sa personnalité. Elle est devenue un garçon manqué, Shirou, lui, plus que gêné, s'en va. Plus tard, Rin lui fait faire un exercice sur le renforcement. Effectivement, Shirou peut renforcer, analyser différents objets, mais toujours à un niveau faible. Rin lui fera manger un joyau en espérant que cela brise le sort de limitation que Shirou possède à l'intérieur de lui. Ce qui le met un peu KO, quoi, un peu dans les vapes. Plus tard dans la soirée, Arthur vient à Shirou et affiche toujours son hostilité envers lui, ce qui met Shirou en rogne, répliquant toujours qu'il n'abonnera pas malgré son faible niveau. Le lendemain, rebelote, Shirou donne tout à l'entraînement mais se fait toujours rétamer par Saber. Plus tard, Rin et Saber explorent le garage dans le jardin et constatent que Shirou s'entraînait beaucoup en cachette. Mais Rin remarque que Shirou n'est en fait pas spécialisé dans le renforcement mais dans la matérialisation, ce qui expliquerait sa facilité à avoir pu invoquer Saber.
Plus tard, Shinji appelle Shiro pour lui donner rendez-vous au lycée en lui demandant de venir seul car il a un truc important à lui dire. Comme un crétin, il y va seul. Là-bas, Shinji a réussi à activer la barrière voleuse d'énergie de Rider et a mis dans les vapes tout le lycée. Shiro tente de frapper Shinji, mais Rider arrive à la rescousse et le balance par la fenêtre. Résigné grâce à un sort de commandement, il téléporte Saber qui le récupère en plein vol. Saber commence à affronter Rider. Rider n'a pas assez d'énergie pour la vaincre et Shiro chope Shinji et menace de lui casser la gueule s'il n'ordonne pas l'arrêt de la barrière. Shinji, apeuré comme une tafiole, ordonne à Rider de stopper la barrière. Coincé, Rider utilise son noble fantasme qui détruit une grande partie du couloir mais laisse indemne les élèves inconscients au sol, ce qui permet à Rider et à Shinji de s'enfuir. Saber et Shiro rentrent à la maison. Saber est toujours en colère qu'il soit tombé si facilement dans le piège de Shinji, tout en étant rassuré qu'il est quand même appelé à la rescousse. Shiro, quant à lui, présente ses excuses à Saber pour changer. Il lui dit qu'à partir de maintenant, il ne combattra plus seul mais à ses côtés. Et Saber accepte sur un ton plutôt anxieux, parce que c'est vrai que elle est plutôt pour se battre à sa place, mais bon, s'ils veulent combattre ensemble, il n'y a pas de problème. Mais ils sont surpris par Rin qui se demande pourquoi ils sont si proches. Saber pour la première fois est gêné de s'être fait surprendre et reconnaît devant Rin et Shiro qu'elle aime beaucoup sa tenue décontractée car c'est Shiro qui lui a dit que ça lui allait bien. On commence à voir que le côté féminin de Saber ressort un peu avec le temps grâce à l'influence de Shiro, ce qui est plutôt bueno pour ce dernier. Le lendemain, Shiro, Rin et Saber se lancent à la poursuite de Rider et Shinji, au calme. Maintenant qu'ils se sont fait déloger du lycée, Rider et Shinji doivent trouver un nouveau QG. Ils font une bonne partie de la ville à deux et ne trouvent toujours pas de traces de Shinji. Quant à Rin, elle se rend dans le domaine des Matou pour voir si Shinji est chez lui et en même temps observe Sakura. Parce que oui, Rin se doute de quelque chose. Au final, ils se retrouvent dans un parc où les arbres ont brûlé. Shiro explique que c'est à cet endroit que Kiritsugu l'a trouvé et que la salle des fêtes a brûlé. Mais Saber le sait car elle y était. Mais elle ne confie pas à Shiro que c'est Kiritsugu qui a causé la mort de ses parents biologiques et le grand incendie de 1995. Les deux continuent à marcher et la nuit commence à tomber. Là, au pied d'un building, ils se font attaquer par Rider. Shinji, à l'intérieur du building, demande à Rider d'utiliser son noble fantasme pour tuer Shiro et Saber. Rider invoque un Pégase, sa monture, parce que sinon ça s'appellerait pas Rider pour rien. Rider prépare une attaque puissante qui mettrait en péril des vies et Saber, conscient de la situation, trace tout en haut du toit pour affronter Rider et utilise son noble fantasme pour la tuer. Shiro ne voulant pas car cela pourrait causer sa disparition car elle pompera trop d'énergie pour utiliser cette attaque, du coup elle risque de disparaître. Shiro accourt comme un taré sur le toit. Là, Rider est prête à lancer son attaque depuis son Pégase, mais Saber utilise enfin son arme anti-forteresse Excalibur. Elle pulvérise grâce à Rider en plein vol. Rider est mort, Shinji assis sur la scène fuit le combat comme une merde, mais se fait tuer par Berserker dans les escaliers du building. Ok, Shiro se rue sur Saber qui s'est encore foutue inconsciente. Shiro rapatrie Saber à la maison. Son attaque est très aggravée, plus que d'habitude même. Shiro se fait un sang d'encre. Il reste à veiller sur Saber pendant qu'elle dort. Il rêve du passé de Saber, celui de Artoria, lorsqu'elle retira Excalibur de la pierre et quelques instants avant sa dernière bataille. Il remarque que l'épée qu'elle brandit le soir contre Rider est différente de celle de son rêve. Dans l'après-midi, Shiro va se promener pour se changer les idées, mais là, il y a l'intercepte. Pensant que c'est la journée et qu'il peut souffler, elle profite pour l'hypnotiser et l'endormir. Shiro se fait capturer et emmener au château Iceburn par Ilia. Ilia avoue à Shiro qu'elle veut qu'il reste à ses côtés, sûrement car ils ont le même père et qu'elle ressemble à un côté grand frère, c'est Shiro. C'est un peu ambigu entre les deux. Entre nous, c'est un peu ridicule car je trouve que Iris, la mère de Ilia, avait demandé à Ilia de tuer Kiritsugu et toute sa descendance pour l'avoir trahi lors de la 4ème guerre du Graal. Et là, Ilia, elle veut le garder, du coup, c'est un peu paradoxal, mais bon. Voyant que Shiro a eu un problème, Saber demande de l'aide à Rin et à Arthur pour le sauver. Elle a réussi à le localiser grâce à leur contrat. Une fois localisé, le trio rentre dans le château qui semble vide de tout personnel. Shiro, comme par hasard, s'est libéré de ses liens et va à la rencontre de ses amis. Mais dans le hall d'entrée, ils se font intercepter par Ilia et Berserker. Arthur se sacrifie et affronte Berserker qui ne leur laisserait aucune chance s'il le laissait en vie. Avant de partir, Arthur confie à Shiro que s'il veut gagner, il doit croire en la victoire et qu'il a le pouvoir de matérialiser ce qu'il veut, ce qui est issu de son imagination visuelle. Un combat qui tue sa mère la pute commence entre Arthur et Berserker. Poussé dans leurs limites, Arthur utilise son noble fantasme et réussit à enlever les 3/4 de la vie de Berserker. Mais Arthur décède sous les blessures et l'épuisement.
Quant à Berserker, il se régénère génial. Il y a demande à Berserker de reprendre sa route et de poursuivre les fuyards, mais Archer a réussi à faire gagner un temps fou à Shirou et à Saber, mais Rin s'apercevant que Archer est mort et qu'elle n'est plus de la partie reste de glace. Ils atteignent une cabane abandonnée dans la forêt et décident d'y passer la nuit. Saber est à l'article de la mort, Rin propose une solution radicale, mais qui peut sauver Saber. Shirou doit lui transférer des circuits magiques grâce à un rituel. Sauf que comme pour le cas de Meloy, si ça échoue, et Shirou il peut finir handicapé, mais Shirou s'en bat les couilles, il aime trop Saber, du coup il accepte. Alors, dans l'anime, ils font un rituel chelou. Et dans la vraie version, dans le visual novel, ils font un plan à 3. Je vous laisse choisir la version, lol. Le lendemain, le trio est prêt à affronter Berserker. Le combat commence au petit matin, et dès le début, Berserker met une branlée au trio comme d'habitude. Il y révèle la véritable identité de Berserker qui est Héraclès, un héros de la Grèce antique qui, selon le nombre de travaux qu'il avait effectués, les dieux lui accordaient une vie. Au total, il a effectué 12 travaux, donc il a 12 putains de vies. Arthur lui a retiré plusieurs, il lui reste à peu près 7 vies selon Rin. Shirou se remémore les paroles de Archer qui étaient qu'il pouvait matérialiser tout ce qui provenait de son imagination. Alors Shirou essaie de matérialiser l'épée originale de Saber, Excalibur complète. Voyant que ça ne marche toujours pas sur Berserker, Saber empoigne avec Shirou l'épée et un symbiote se crée. L'épée est complète et d'un seul coup le duo tue Berserker. L'attaque fut tellement puissante qu'elle lui retira ses 7 PV. Shirou décide de recueillir Ilias chez lui, maintenant qu'elle n'est plus un Meister et ne représente plus aucun danger. Bien sûr, Rin et Saber grommellent puisque Rin explique que si un Meister, comme le cas de Meloy, il peut toujours repasser un pacte avec un servant qui n'a plus personne, etc. Et si un servant est toujours en vie et qu'il n'a plus de Meister, si le servant peut rester encore assez longtemps à tenir, il peut retrouver un maître. Mais bien sûr, Ilias a promis qu'elle ne reviendrait plus dans la guerre et veut juste rester aux côtés de Shirou. Rin se demande toujours comment Shirou a fait pour matérialiser l'épée de Saber et lui déconseille d'essayer plus ou il en mourra d'épuisement dû à son faible niveau. Le soir, Saber surprend Shirou à essayer de recréer l'épée en cachette. Elle lui confiait avoir vu dans son rêve celui de l'incendie de 95. Elle sait maintenant que Shirou et elle ont été réunis par le destin. De leur côté, Caster et Assassin et le véritable Meister de Caster, Soichiro Suzuki, complotent pour invoquer le Graal. Comme pour la 4ème, il faut un réceptacle. Le lendemain, Ilias partage ses infos sur Caster avec Rin, Saber et Shirou. La véritable identité de Caster est Médée, une sorcière vivante durant la Grèce antique. Elle est connue surtout pour avoir trahi son roi et a de sombres secrets. Plus tard, Issei vient frapper chez Shirou pour prendre de ses nouvelles, car Shirou il sèche les cours depuis une semaine pour s'entraîner avec Saber et Rin. Là, Shirou apprend que Soichiro Suzuki habite le temple Ryudu. Rin, qui écoutait discrètement la conversation, en déduit avec Shirou qu'il est fort probable que Suzuki soit le Meister de Caster. Tard le soir, Shirou et Rin attaquent Suzuki pour voir s'il réagira. Rin, dans un élan d'humour, dira que si il se prend le sort, il aura une diarrhée pendant une bonne semaine. La réponse fut brève, Caster dévie l'attaque de Rin. Suzuki révèle qu'il n'en a rien à faire du Graal et des vies à sacrifier si cela est nécessaire pour le bienfait de Caster. Donc on sait que Suzuki s'en bat les couilles et que tant que Caster est content, et lui il est content, voilà. Un combat débute avec le trio, mais Suzuki, contrairement aux apparences, est spécialisé dans les techniques de combat. Grâce à un enchaînement de Caster, les points de Kuzuki rivalisent avec la puissance de Saber. Le trio se fait mettre au tapis, mais Caster met un terme au combat, trouvant cela futile. Caster utilise ses pouvoirs pour posséder Sakura et en faire un nouveau réceptacle pour le Saint Graal, car oui. Donc si on connaît pas Evansfield, Sakura en fait vu que elle est chez les Matou, elle a un peu de sang magique en elle, du coup elle peut servir de réceptacle. Et tout le monde s'en fout d'elle dans ce scénario. Entre temps, Caster s'est remémore son passé de son vivant. Suzuki lui aussi lui révèle un peu son passé, comme quoi elle a été un tueur à gages pendant longtemps, spécialisé dans les arts martiaux, et qui se sent un peu vide, mais depuis qu'il est rentré, c'est l'amour fou. Mais rassuré par Suzuki sur le futur, on comprend que Caster est amoureuse de Suzuki, car lui, qui l'a recueillie sans savoir qui elle était, alors qu'elle était mourante, a décidé de devenir son Meister. Grâce au Saint Graal, elle souhaiterait pouvoir vivre le restant de ses jours à ses côtés. Ah là là, l'histoire d'une magicienne et d'un professeur qui est un ancien tueur à gages, c'est génial! Le trio se lancera à la poursuite de Caster. Ils entrent par l'entrée secrète située par des escaliers menant au temple. Et se retrouvent dans ce qui semble être le noble fantasme de Caster, une putain de cité grecque sous le temple Ryudu. Suzuki et Caster et Assassin attendent le pied ferme notre trio. Sakura est enchaînée dans une tenue plutôt SM et le rituel commence. Saber affronte Assassin, Shirou, Kuzuki, Rin affronte Caster. Le combat est tendu, mais Saber réussit à tuer Assassin qui lui révélera qu'il n'a jamais existé en vrai de son vivant et qu'il était le héros d'une légende traditionnelle japonaise. De son côté, Rin réussit à secourir Sakura en lui avouant qu'elle savait tout ce qui allait endurer mais elle n'était pas assez forte pour venir la secourir. Caster et Suzuki s'apprêtent à reprendre le combat, et soudainement Gilgamesh débarque de nulle part et tue Caster et Suzuki sous une pluie d'épées.
Gate of Babylon! Il reconnaît Saber et se vante de son grand retour. Kester est mort et la cité s'écroule. Il ne reste que peu de temps pour s'enfuir, mais Gilgamesh dit comme quoi ils se reverront. Quant à Suzuki, il préfère mourir enseveli aux côtés de Kester. Une fois chez Shirou, Sakura est soignée. Elle se repose. Mais Shirou demande des explications à Saber sur qui est ce fameux Gilgamesh. Comment se fait-il qu'ils se connaissent et qui est, selon lui, le roi des héros? Selon Saber, il ne devrait pas être présent. Elle lui confie qu'il est un ancien participant de la 4ème guerre du Graal et son ennemi juré. Là, le passé de Kiritsugu, de Saber et Gilgamesh est exposé. Plus tard, Shirou part rencontrer Kirei à l'église Kotomine pour l'informer de la venue d'un servant d'origine inconnue. Kirei racontera à Shirou comme quoi il est possible d'insuffler une deuxième vie à un servant dans ce monde gratos, au pouvoir du Graal. Le lendemain, Rin propose à Shirou et à Saber de resserrer leurs liens en les motivant à sortir ensemble pour mieux se connaître. L'après-midi, Shirou et Saber sortent en ville et Shirou en apprend un peu plus sur Saber et elle aime les plats bien construits et les animaux un peu luches. Shirou est plutôt content de voir ce côté plutôt féminin de Saber. Plus tard, en fin d'après-midi, sur le pont de Fuyuki, Saber et Shirou ont une discussion. Saber veut à tout prix que le Graal corrige son passé à elle et à Shirou, mais il lui dit que cela ne changerait pas leur douleur. Et que le plus important est le présent, et qu'il faut accepter le passé et en tirer des leçons. Ils finissent par s'engueuler et Shirou s'en va, mais pas pour longtemps, car lui, tout ce qu'il veut, c'est rester aux côtés de Saber. Il reviendra s'excuser, Saber aussi, et ils marcheront maintenant sur la même longueur d'onde. Il est tard, il faut rentrer, mais sur le canal, ils se font intercepter par Gilgamesh, toujours déterminé à ce que Saber devienne sa femme, par rapport à Fate Zero. Saber et Shirou affrontent Gilgamesh, mais ne font pas le poids. Shirou se prend un coup d'épée sur le torse et a 2 doigts de crever, et dans un dernier effort, il matérialise grâce à sa magie Avalon, le fourreau de Excalibur. Saber se relève et prend Excalibur pour le remettre dans le fourreau, ce qui déviera l'attaque de Gilgamesh contre lui-même. Là, Shirou s'effondre sur Saber pour changer. Gilgamesh a battu en retraite et Saber a ramené Shirou à la maison. Là, Shirou fait un rêve. Il voit la dernière bataille de Saber avec son fils Mordred. À son réveil, Shirou a enfin compris la souffrance qu'a dû endurer Saber durant son passé. Shirou avoue à Saber qu'elle a tout fait pour accomplir son devoir de roi et qu'il voudrait mieux qu'elle prenne du temps pour elle dans ce monde à ses côtés. Vexé, Saber s'en va mais Shirou la rattrape, les deux font leur déclaration. Saber elle aussi ne veut pas quitter Shirou et ils se kissent. Le lendemain, Shirou, tracassé par le fait qu'il ne sait pas si Saber restera après la guerre, s'en va faire un tour. Il arrive devant l'église Kotomine et y entre, mais là il ressent la présence d'une force maléfique. Il suit les bruits et les chuchotements et se retrouve avec Kirei qui le piège en ordonnant à Lancer de le poignarder. Shirou est blessé et est choqué de la trahison de Kirei. Kirei, comme à son habitude, rebalance ses putains de discours sur pourquoi la vie, pourquoi la mort et pourquoi il fait ça, donc il n'a pas changé depuis, en 10 ans il n'a pas changé de mentalité. Lancer a passé un contrat avec Kirei pour augmenter ses chances d'avoir le Graal pour lui. Saber arrive juste à temps, Kirei explique alors qu'il est le vrai responsable de la destruction de Fuyuki à 10 ans. Gilgamesh se joint à la fête en ricanant. Kirei propose à Saber de tuer Shirou en échange du Graal, mais elle refuse. Elle réalise que ce qui compte le plus pour elle maintenant n'est pas le Graal mais rien d'autre que Shirou. Kirei ordonne donc à Lancer et à Gilgamesh de se jeter sur Shirou et Saber, mais Lancer se sent trahi car Kirei avait manigancé ce plan avec Gilgamesh depuis longtemps et en réalisant qu'il n'était qu'un pion jetable de Kirei se retourne contre ce dernier. Dans un élan de bravoure et de courage, il permet de faire fuir Shirou et Saber mais il laisse la vie en se faisant tuer par Gilgamesh. Sur le chemin du retour, tout s'éclaire. Shirou a pu invoquer Saber et se régénère rapidement grâce au fourreau d'Avalon que Kiritsugu avait mis en lui. Il lui a donné car sinon il serait mort lors de la 4ème guerre du Graal. Saber commence à comprendre pourquoi Kiritsugu a détruit le Graal et lui pardonne ses actes. Shirou demande à Saber de l'aide à détruire le Graal une deuxième fois. Elle reste muette. En rentrant chez eux, la maison fut attaquée. Saber et Shirou retrouvent Rin en sang. Kirei est venu et a emporté Ilias pour en faire le nouveau réceptacle du Graal, vu que Sakura n'a plus assez d'énergie pour le contenir. Rin va tenter de se soigner tout seul. Shirou n'a pas une minute à perdre, mais il doit empêcher le rituel. Mais avant de repartir, Rin confie à Shirou une dague magique, une dague azote, celle que son père lui avait donnée. Avant d'y aller, Shirou rend à Saber Avalon pour qu'elle puisse vaincre Gilgamesh. Mais juste 90% d'Avalon, le reste de Avalon restera toujours un peu en E2. Saber rappelle à Shirou que si Kirei lui inflige des blessures presque mortelles, à partir de maintenant, vu que Avalon n'est plus en Shirou, les blessures ne se refermeront pas, et Shirou peut y laisser la vie. Saber et Shirou sont en chemin vers le lieu où le Saint Graal doit apparaître, c'est-à-dire le temple Ryudu, là où Kester et Suzuki avaient commencé le rituel avec Sakura. Ils sont accueillis par Gilgamesh qui accepte que Shirou affronte Kirei. Saber débute son combat avec Gilgamesh et Shirou commence à frapper Kirei.
Les deux sont sur le point de perdre, mais croyant à l'un et à l'autre et en leur victoire, Saber et Shirou réussissent à matérialiser la totalité d'Avalon en même temps, ce qui permet à Saber d'infliger un coup critique à Gilgamesh et Shirou de se libérer de l'emprise de Kirei en lui infligeant un violent coup de dague. Gilgamesh se fait trancher le bas-côté du ventre et prononce ces dernières paroles. Certaines choses sont belles, car personne ne peut les posséder. Adieu, roi des chevaliers. Sur ces mots, Saber comprend qu'il a accepté la défaite. Leur combat est enfin terminé. Il aura duré très longtemps. De son côté, Shirou a réussi à planter Kirei. Ce dernier n'en revient pas que c'est la dague avec laquelle il avait tué Tokomi. Au final, lui aussi accepte la mort. Le rituel est interrompu, Shirou récupère Ilias endormi, Saber attend l'ordre de Shirou pour détruire le Graal. Shirou voit alors un flashback de ses aventures avec Saber et ses amis. Il voudrait demander au Graal que Saber reste avec lui pour toujours, mais ce serait alors aller à l'encontre de leur volonté et celle de la sécurité de l'humanité, et utiliser le Graal rien que pour eux, par pur égoïsme. Shirou ordonnera à Saber de détruire le Graal une deuxième fois au détriment de leur amour. Avant que Saber ne disparaisse, elle lui confie que son amour s'avère inébranlable pour lui et qu'elle l'attendra des siècles pour enfin se réunir avec lui, pleurant de joie quand elle l'accueillera à Avalon. 2 mois sont passés. Ilias vit chez Shirou et elle fait les tâches ménagères. Waouh. Sakura va mieux mais ne sait toujours pas pour Shinji qui en fait il est mort. Et s'il s'en va en temps court. Devant le lycée, il voit Rin qui s'est remis de ses blessures. La vie reprend ce cours. Quelque part, dans la forêt de Brocélian, Saber se réveille aux côtés de Bédiver. Cette dernière lui confie qu'elle a fait un rêve étrange. Elle voudrait voir la suite de ce rêve. Bédiver lui dit que si elle renferme les yeux en y pensant très fort, peut-être que cela se produira. Elle ordonne à Bédiver de jeter Excalibur dans le lac. On se situe juste après la dernière grande bataille du roi et du combat avec Mordred. On comprend maintenant comment Saber est devenu un esprit héroïque. Après ses échecs en tant que roi et en tant que père, elle demandera à Dieu de la réincarner en esprit héroïque pour expier ses péchés. Sur ces belles paroles, Saber confiera ses derniers mots à Bédiver qui seront « Cette fois, mon sommeil pourrait être un peu long », en espérant qu'elle pourra un jour continuer son rêve. Ailleurs, Shirou, sur le pont de Fuyuki, repense à tout ce qui s'est passé et se dit « Un jour, je suis tombé amoureuse d'une fille qui s'appelait Saber ».
Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai mis les petits pouces jaunes et bleus sur les persos qui en fait apparaissent dans d'autres séries Fate. Mais tous les persos que je vous ai présentés, les servants, etc. Et ben il y en a certains, je les ai pas développés exprès parce que justement ils sont développés dans la 2e saison et dans la 3e saison qui est en train d'être adaptée au cinéma en ce moment. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des persos qui vous semblent pas assez décrits, et ben justement c'est parce que je vais les décrire plus tard dans les prochaines saisons, parce que ça sera mieux adapté pour eux. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu, hein. Donc à la fin, je vous ai mis justement ma fin qui est pour moi le happy end, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient tristes de cette fin quand même, qui est assez... ça vous met le moral à zéro, quoi. Et voilà. Vu que Fate Stay Night 2006 est sorti bien avant Fate Zero, il y a 2-3 incohérences de ce scénario qui sont très petites et qui passent tranquilles, donc n'y prêtez pas garde. En tout cas, cette vidéo est terminée, on se retrouvera pour le prochain épisode qui sera sur Unlimited Blade Works. Sur ce, c'était Tizo.